Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Nous ne sommes pas un pays des quotas et l'opposition est en faillite. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite par le nouveau porte-parole du gouvernement. Première session plénière de l'Assemblée nationale après son installation. Elle a été consacrée à l'adoption d'un projet de loi sur l'aviation civile. Le bras de fer persiste entre les autorités et les commerçants du marché central de la capitale. Ces derniers persistent et signent. Ils ne quitteront pas les lieux sans garantie. Première réunion du Conseil des ministres après la formation du nouveau gouvernement. Cette réunion de prise de contact s'est vite transformée en séance de travail. Le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, dont celui relatif à la loi de finances initiale pour l'année 2019. Le ministre de la Culture, porte-parole du gouvernement, a déclaré que l'opposition souffrait d'une faillite politique. Sidi Mohamed El-Maham a martelé que les Mauritaniens ont décidé que leur pays serait un état de citoyenneté et non un état de quotas. Il faisait allusion à des réactions de certaines personnalités de l'opposition concernant les nominations aux hautes fonctions de l'État. Il a donc dit en substance que la Mauritanie n'est ni un état des quotas tribaux, régionaux ou ethniques. Il a ensuite fait remarquer que ce sont les urnes qui ont porté les décideurs à leurs fonctions. Ould Maham, qui s'exprimait lors d'un point de presse, a indiqué que l'opposition s'est engluée dans des contradictions du fait de son incapacité à proposer un discours convaincant aux populations. L'Assemblée nationale a adopté ce soir un projet de loi relatif à l'aviation civile, projet qui lui a été soumis par le gouvernement. Dans leurs interventions, les députés ont interpellé la ministre du Transport et de l'Équipement sur les avantages que pourrait apporter ce texte à l'amélioration du transport aérien en Mauritanie et le rôle qu'il est appelé à jouer dans le désenclavement de certaines wilayas du pays. Amel Mouloud a répondu en exposant les motifs de ce projet de loi qui vise l'amélioration des prestations du secteur du transport aérien. Elle a demandé aux députés de voter en faveur de ce projet, ce qui a été fait à une large majorité. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita est attendu ce soir à Nouakchott en Mauritanie. C'est ce qu'annonce Média 24, un site d'information marocain. Bourita est porteur d'un message du souverain marocain Sa Majesté Mohamed VI au président Mohamed El Abdelaziz. Cette visite intervient dans un contexte marqué par une rude concurrence entre Alger et Rabat pour la conquête des marchés des pays de l'Afrique de l'Ouest via la Mauritanie. Une convention d'échange de notes portant sur une subvention de 112 millions d'ouguias nouveaux a été signée à Nouakchott entre le ministre mauritanien de l'économie et des finances et l'ambassadeur du Japon accrédité en Mauritanie. Cette subvention, qui s'inscrit dans le cadre du programme japonais d'assistance alimentaire pour l'exercice 2018, sera consacrée à l'appui de la stratégie nationale de sécurité alimentaire qui s'axe sur la promotion des solutions durables et notamment au renforcement des capacités d'intervention d'urgence ainsi qu'à la reconstitution du stock stratégique du commissariat à la sécurité alimentaire. Le bras de fer entre les autorités et les commerçants de l'ancien marché de la capitale risque de se transformer en une crise sociale. Les commerçants campent plus que jamais sur leur position. Du côté des autorités, on joue à l'apaisement à travers la multiplication des mises en demeure sans lendemain. Et pendant ce temps, le marché du centre-ville de Nouakchott brille par sa monotonie. Les commerçants préfèrent l'inconfort du vieux marché au confort qu'offre le nouveau marché. Un reportage signé Séré Sidibé. Voici le grand marché du centre-ville de Nouakchott. C'est un bijou architectural. Il est moderne et respecté de normes de sécurité. Mais en dehors de cette façade, occupée par quelques commerçants, le marché est quasiment vide. Les commerçants de l'ancien marché de la capitale font de la résistance. Ils refusent de déguerpir comme s'ils refusaient le confort et la sécurité. Ils opposent en niet aux multiples injonctions des autorités leur semant de libérer l'ancien marché devenu vétuste et inapproprié pour une activité commerciale. Les commerçants recalcitrants ne manquent pas de justificatifs et de justifications. L'État doit prendre des mesures afin de renforcer la teneur du bâtiment.
Pourquoi pas chercher des ingénieurs pour faire des études sur le marché? Je crois que c'est la meilleure solution. Nous sommes des pauvres et nécessités. Ce marché nous convient. Il est à notre portée, car c'est moins cher qu'ailleurs. Ou bien on nous donne d'autres lieux, mais sans contrepartie. Le grand marché du centre-ville de Nouakchott a été construit pour répondre à la nouvelle vision des autorités, offrir un cadre de vie et urbain attractif et moderne, propice à l'épanouissement du bien-être économique et social des citoyens. Cette rupture dans la politique d'urbanisation est exprimée à travers l'émergence de plusieurs marchés de proximité construits à Nouakchott, suivant les standards internationaux. Si les arguments forts des autorités sont sécurité, confort et modernité, les commerçants de l'ancien marché parlent, eux, de coûts élevés du nouveau marché. En plus, ils craignent de perdre leurs clients. S'il n'y a pas d'accommodement de position, ce bras de fer entre les autorités et les commerçants est en train de prendre des allures d'une crise sociale. Et maintenant, le journal de l'économie avec Hamaoullah Diagana. Bienvenue dans ce journal d'économie. La compagnie hollando-britannique Shell a exposé aujourd'hui à Nouakchott ses futurs projets de prospection pétrolière et gazière en Mauritanie dans le cadre d'une journée de sensibilisation organisée par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. Les participants à cette rencontre ont suivi un exposé sur les recherches sismiques et que la compagnie compte effectuer pour jauger la réserve énergétique dans les blocs C10 et C19 dans l'offshore mauritanien conformément à un accord signé par les deux parties au mois de juin dernier. Il est prévu également dans l'accord de renforcer la position de la Mauritanie en tant que destination privilégiée pour les gros investissements dans les projets économiques de longue durée en perspective de développer ces ressources pétrolières. Les travaux d'un atelier national de lancement du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la Banque mondiale, ont débuté hier matin à Nouakchott. Cette rencontre est un exemple coopératif et de partenariat technique et financier réussi en vue d'une gestion concertée et intégrée du littoral de Mauritanie. Le porte-parole de la représentation de la Banque mondiale à Nouakchott, M. Nicolas Koch-Hobey, a souligné que le projet WACA, destiné à renforcer la résilience des habitants du littoral des 6 pays d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé et Principe, Sénégal et Togo, a été approuvé par le groupe de la Banque mondiale le 9 avril 2018 avec une enveloppe de 220 millions de dollars. Et puis en Afrique de l'Ouest, la problématique du secteur extractif est indissociable de l'analyse de ses impacts sur le développement des communautés locales et nationales des pays dits miniers. Un certain nombre de pays, dont le Mali, ont adopté des politiques dites attractives pour les investisseurs. De ces investisseurs, il est attendu une croissance économique tout aussi importante. Toutefois, il convient de se rendre à l'évidence que les résultats obtenus jusqu'alors sont largement en deçà des espoirs suscités et des attentes nourries par les populations et les États en question. À travers cette option, ces pays s'exposent au risque de fragiliser davantage leur communauté rurale dont la survie est liée à l'exploitation des ressources naturelles de leurs espaces de vie. Les organisations sous-régionales comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont initié des dispositions permettant d'harmoniser des textes de pays membres et prendre des mesures de protection des droits des communautés locales lors de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières sur leur terroir. Voilà, ainsi s'achève ce journal d'économie. Merci de l'avoir suivi. Retour à Salah Chérif.
Actualité internationale à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mercredi une résolution renouvelant pour 6 mois la mission de la MINURSO au Sahara occidental, alors que les premiers pourparlers depuis 2012 entre les différentes parties sont prévus début décembre. Le texte a été adopté par 12 des 15 membres du Conseil de sécurité. La Russie, l'Éthiopie et la Bolivie se sont abstenus, la France, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaitait le retour à un mandat d'1 an de la MINURSO. C'est la deuxième fois après avril que son mandat n'est prolongé que de 6 mois. Rédacteur du texte, les États-Unis jugent qu'un mandat court pousse les parties à trouver une solution autour d'une table de négociation. Reporters sans frontières a adressé hier une lettre au président algérien Abdelaziz Bouteflika. L'organisation de défense des journalistes demande la libération de 3 journalistes arrêtés le 22 octobre dernier et inculpés pour diffamation. En Algérie, toujours les membres du syndicat de la presse électronique se mobilisent et demandent la libération de leurs confrères. Les 3 journalistes sont incarcérés depuis une semaine. Hada Hamrouch, rédactrice en chef du Huffington Post Algérie, s'inquiète du fait que la justice ne reconnaisse pas le statut de ces journalistes qui travaillent pour des médias électroniques. En une semaine, aucune communication officielle, mais la télévision privée Nahar a diffusé des images des journalistes à leur sortie du commissariat menottés et encadrés par les forces de l'ordre. Quasiment un mois après la mort de Jamal Khashoggi, les conditions dans lesquelles le journaliste saoudien a été tué se précisent. Depuis 10 jours, la justice turque dévoile au compte-gouttes des révélations qui incriminent un peu plus l'Arabie saoudite. Mais Riyad maintient que Khashoggi a été tué lors d'une opération non autorisée et refuse d'extrader les hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat d'Eiso City. Mardi 2 octobre dernier à 13h14, Jamal Khashoggi pénètre dans le consulat saoudien à Istanbul. Des images de vidéosurveillance diffusées sur le Washington Post en attestent. Le journaliste saoudien qui vit en exil aux États-Unis a dû se rendre au consulat, selon sa fiancée, pour effectuer des démarches en vue de leur mariage. Il n'en ressortira pas vivant. Conformément à un plan prémédité, la victime Jamal Khashoggi a été étranglée à mort dès son arrivée au consulat, est-il écrit. Le corps de la victime a été démembré, mais on s'en est débarrassé suite à sa mort par strangulation, là encore conformément à un plan préparé d'avance. Cette annonce des autorités turques a été faite quelques heures après le départ du procureur saoudien Saoud Ben Abdallah, à l'issue d'une visite entamée dimanche en Turquie qui n'a permis aucune avancée sur 2 points clés de l'enquête: identifier les commanditaires du meurtre et ce qu'il est advenu de son corps. Dans son communiqué, le parquet turc regrette d'ailleurs que cette visite n'ait pas donné de résultats concrets. Selon CNN, les agents saoudiens auraient alors tenté de dissimuler la mort de Jamal Khashoggi grâce à un sosie. La chaîne américaine a diffusé il y a 10 jours des images de vidéosurveillance montrant un agent saoudien, identifié par un responsable turc, quitter le consulat par une porte arrière et portant des vêtements dont était vêtu Jamal Khashoggi à son arrivée, ainsi qu'une barbe factice. En annonçant que le journaliste a été tué par strangulation et son corps démembré, le procureur d'Istanbul confirme pour la première fois des informations publiées depuis plusieurs semaines par la presse turque. Près d'1 mois après la disparition de Khashoggi, l'Arabie saoudite est toujours au centre des critiques. Sous pression internationale, Riyad avait reconnu après plusieurs jours de dénégation le meurtre du journaliste dans son consulat lors d'une opération non autorisée, mais a avancé plusieurs versions contradictoires qui ont suscité le scepticisme. La coalition menée par l'Arabie saoudite a placé des milliers de soldats près d'Hodeïda, le principal port du Yémen contrôlé par les Houthis. Une démarche destinée à pousser les rebelles chiites à reprendre les discussions en faveur d'un cessez-le-feu. Hodeïda, située sur la mer Rouge, est une ligne de ravitaillement essentielle pour les Houthis, mais aussi pour des millions de civils yéménites victimes de la guerre. Des véhicules blindés, des chars d'assaut ont aussi été déployés en vue d'une grande opération dans les prochains jours. Selon des habitants, les Houthis ont aussi déployé des combattants à Hodeïda afin de se préparer à un assaut. Le département d'État américain a amplifié cet appel mercredi, réclamant la cessation immédiate des hostilités au Yémen. Washington demande parallèlement aux rebelles Houthis soutenus par l'Iran de ne plus lancer de missiles contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette initiative est soutenue par le Royaume-Uni et par l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté aujourd'hui une résolution appelant à la levée de l'embargo américain contre Cuba, embargo qui est en place depuis 1962. La résolution a été adoptée avec 189 voix
pour et 2 contre par l'Assemblée, qui a par ailleurs rejeté une demande américaine de critiquer Cuba pour atteinte aux droits de l'homme. C'est le plus vieil embargo en vigueur dans le monde. Les États-Unis ont décidé en 1960 de sanctionner de façon unilatérale le régime cubain pour les expropriations décidées après la prise du pouvoir en 1959 par Fidel Castro. Fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Nous ne sommes pas un pays de quotas et l'opposition est en faillite. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite par le nouveau porte-parole du gouvernement. Première session plénière de l'Assemblée nationale après son installation, elle a été consacrée à l'adoption d'un projet de loi sur l'aviation civile. Le bras de fer persiste entre les autorités et les commerçants du marché central de la capitale. Ces derniers persistent et signent, ils ne quitteront pas les lieux sans garantie. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.